complètement par hasard, hein, en me promenant dans le village pour voir les différents endroits, les potiers, etc. J'ai vu cette femme et je la vois, elle pouvait plus marcher, la pauvre. Elle avait mis des bandages, des chiffons. Elle avait une cheville comme ça. Alors, et là, ça va mieux? Elle est allée faire radio et puis maintenant, maman, ok? Ok? Ok. Et alors, son histoire, c'est ça. C'est du temps des événements tristes de Pol Pot. Une grande partie du village a été assassinée. Toute sa famille a été tuée. Elle parle volontiers de cette époque, Serge? Elle n'aime pas trop parler de tout ça, je crois. Hein? Madame, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ici, pendant les années du régime de Pol Pot? Quand ils sont arrivés, ils nous ont chassés du village directement, sans nous laisser le choix. Si tu n'obéissais pas, on t'exécutait sur place. Mais pourquoi ils ont chassé les gens du village? Ils ont tout saccagé. En fait, ils voulaient raser le village. Et récupérer nos terres pour produire du riz pour les gens du parti. Et après votre expulsion, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors là, j'ai été envoyée aux travaux forcés. Ils m'ont fait creuser et creuser. Et sa famille, où est-elle? Elle en avait une avant le génocide? Avant Pol Pot, j'avais une famille, mais ils sont tous morts pendant les travaux forcés. Il y en a beaucoup comme ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Le lendemain, dès l'aube, le Tung Thieu reprend sa route direction le delta du Mekong, vers la frontière avec le Vietnam. À cet endroit, le fleuve peut atteindre plusieurs kilomètres de large. Vous avez déjà vu que la nature a changé complètement. Le fleuve est plus le même, c'est immense, c'est grand. Et si on regarde même l'eau, et les tourbillons partout, c'est la puissance. C'est la puissance du Mekong. Regardez comme les rives sont très différentes déjà. Vous voyez, on est au Cambodge. Il n'y a pas de trafic maritime. Comme vous avez vu avant, des petits bateaux. C'est assez calme. Voilà. Eh bien, dès qu'on va avoir passé la frontière vietnamienne, vous allez voir. Dès le passage de la frontière, changement d'ambiance. Le Vietnam est un pays en plein essor économique. Le trafic fluvial y est intense. Ici, tout le monde fait du commerce sur l'eau. Vous avez un petit mât. Sur le mât, vous avez ce qu'ils vendent, c'est le renseigne. Lui, c'est, je vois pas bien d'ici, des bananes. Et eux ne vont pas à terre. Ce sont les petits bateaux qui viennent de terre s'approvisionner. Vous voyez, ils passent entre les bateaux et ils ont leurs fournisseurs, ni plus ni moins. Voilà. Vous voyez, des petites embarcations sont venues chercher ce qu'ils voulaient et vont aller le vendre au marché. Ce sont des grossistes. Pour la première escale du Tung Thieu au Vietnam, Serge a choisi de visiter Sa Dec, une petite ville typique des bords du fleuve. Sa Dec est surtout connue pour être la ville où Marguerite Duras a passé son enfance. Point de passage obligé, la maison décrite par la célèbre romancière dans son livre « L'amant ». Là, c'est la maison de l'amant. Là. Monsieur. Monsieur. Problème, au Vietnam, Serge est obligé de travailler avec un guide officiel. Alors, elle est fermée. Alors, il est où le guide? Et mauvaise surprise, aujourd'hui la visite est impossible.
C'est là la maison. C'est fermé. On ne peut pas faire ouvrir. On est en train de restaurer. Alors, on ne va pas rester sur une fausse note, on va avoir une maison encore plus belle. Et on va aller à l'intérieur. Heureusement, le capitaine a toujours une solution de rechange. À l'écart du centre-ville, il connaît une famille toujours prête à lui ouvrir sa maison. Come on you. Merci, monsieur, merci. Alors, messieurs, dames, ça, c'est en dehors de la visite. Complètement. Complètement. Aucun touriste ne rentre dans cette maison. Jamais, excepté mes passagers. Ce monsieur qui est le propriétaire avec son épouse a la gentillesse de nous ouvrir sa maison pour nous, comme ça. Alors, si vous voulez me suivre, on y va. Merci. La famille de Monsieur Wu est venue de Chine au 19e siècle et a fait fortune dans le commerce. De père en fils, les Wu se sont transmis cette belle demeure, une merveille de l'architecture chinoise. Voilà. À l'intérieur, le décor a gardé tout son cachet d'origine. Dans la pièce principale, des autels à la mémoire des ancêtres de la famille. Au centre de la maison, une cour typique, ouverte sur l'extérieur. Alors, c'est ce qu'on appelle le puits du ciel. Ça veut dire que le soleil inonde cette partie. Ça veut dire que le ciel passe ici. Et toutes les maisons chinoises de cette époque-là ont ce puits ici. Voilà. Alors après le puits du ciel, on va voir la cuisine. Et la charmante dame qui est ici, c'est la femme du monsieur qui nous a ouvert, la propriétaire. J'ai essayé de lui faire quelques cadeaux, quelques présents, il n'y a rien lui à faire, il refuse absolument tout, et il me répond que c'est moi qui lui fais plaisir en venant admirer sa maison. Monsieur, dites-leur encore une fois, merci beaucoup de leur gentillesse, et je leur remercie pour moi bien sûr, et surtout pour tous les passagers qui dans tout leur séjour ne voient pas une maison aussi belle. Dites-leur que je les invite à bord sur le bateau, le jour où ils veulent aller ou à Saigon ou à Phnom Penh, avec une cabine air conditionnée, ils sont invités. Oui, je vous remercie de votre gentillesse, mais en ce moment, j'ai beaucoup d'occupations pour la famille. Merci, merci, merci. Au revoir, madame. Fin de la journée, le Tung Thiu quitte sa deck dans une ambiance de mousson. Le lendemain, dernier jour de croisière. Malgré la pluie, Serge veut conclure le voyage en beauté. Alors là, maintenant, on va aller sur un canal inoubliable. Parce que là, on est sur le fleuve. C'est fort, c'est puissant. Il y a le bruit du vent, il y a le bruit de l'eau. Et d'un seul coup, ça va être la rupture. On y arrive là. Voilà, vous voyez là? Regardez bien. Voilà le canal. Là, c'est un peu comme une autoroute. Le canal de Chaogao a été percé pour relier directement le delta du Mékong à Saïgon. Un des axes de navigation les plus denses d'Asie, où se croisent petites embarcations familiales et barges de transport.
Un moment inoubliable pour Jean, un ancien professionnel de la marine marchande. Un véritable spectacle, on assiste. D'ailleurs, on le voit, les gens sont installés. On assiste à une scène de vie impressionnante. Ceci dans un écrin de verdure, entouré de palmiers. C'est assez irréaliste comme ça. On est dans... C'est fou. Au milieu d'un tel trafic, les pilotes du Mékong sont de vrais virtuoses. Ils naviguent le plus souvent à vue. On double une barge alors qu'il y a une barge vide qui arrive en face, qui peut à tout moment se déporter. Et là, il n'a pas tellement de liberté de manœuvre, puisqu'à droite, il y a une barge pleine qui ne bougera pas. Et à gauche, il y a une barge vide qui, elle, peut se déporter à tout moment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça passe au millimètre. Dans certains pays, les pilotes refuseraient de prendre un bateau dans ces conditions. À ce moment délicat de la traversée du canal, Serge doit brusquement gérer un incident. Tout va bien. J'ai un petit problème. Problème de marche arrière, j'ai plus de marche arrière. Le Tumpiu ne peut plus ralentir, il risque la collision. Serge doit accoster de toute urgence. Ah, no problème, à Pania. My God, hein. Et pourquoi on s'arrêterait pas? Non. Bah, c'est juste un petit arrêt comme ça, pour voir les gens. Non, j'ai un petit réglage à faire sur la boîte de vitesse. Voilà, ça n'a rien de grave, mais c'était bien que je m'arrête. Une demi-heure plus tard, l'avarie est réparée. Le Tumpiu entame les derniers kilomètres qui le séparent de Saïgon. L'occasion pour Serge de passer devant son petit coin de paradis. Là, c'est la maison d'un Français qui habite Saigon et qui a acheté ça pour venir de temps en temps. Et je cache pas que je regarde si je trouve un petit truc par là, parce que au moins, ben, quand je serai plus sur le bateau, je pourrai voir passer les bateaux. Ah ouais, j'aime beaucoup. Attendez, c'est merveilleux. Il n'y a pas de route. Je suis allé à l'intérieur, hein, je connais. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il n'y a que des vélos. Et alors là, on est bien avec les vélos. Saïgon est en vue. Pour les passagers, c'est la fin de la croisière. Serge, lui, reprend dès demain la route du Cambodge, par le fleuve bien sûr, pour faire partager à de nouveaux voyageurs sa passion du Mékong.